Je m'appelle Valérie Grenier, je suis la conseillère au SO Concilivie. Puis, je vais être l'animatrice du webinaire. Je vais vous présenter dans peu de temps nos deux panélistes de l'événement. Juste avant de commencer, je veux juste vous rappeler le fonctionnement du webinaire. Donc, il y aura une période de questions à la fin de l'événement. Je vous invite à utiliser le module Q&R en bas de votre Zoom ou Q&A selon si vous êtes dans la version anglaise. Inscrire vos questions dans ce module et nous y répondrons à la fin de l'événement. Étant donné qu'on est en mode webinaire, votre caméra puis votre micro est coupé, on ne vous voit pas et donc, ce n'est pas possible d'interagir là, en visu, si je peux me permettre. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la période de questions à la toute fin. Il y a ma collègue Julie qui est cachée, qui fait partie des panélistes, qui va apparaître comme par magie à la fin de l'événement pour nous poser les questions qui n'auront pas été répondues en cours de route. Pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui, il est enregistré. Donc, va être disponible sous peu sur notre site web Concilivie. Vous pourrez aller le regarder en rediffusion. Et c'est toutes des informations là, qui vont faire partie aussi du module Q&R si jamais vous posez la question. Alors, sans plus tarder, allons-y. Avant de vous présenter mes super panélistes, je veux vous mettre en contexte de notre initiative Concilivie. Qu'est-ce que c'est? En fait, Concilivie, c'est une initiative du réseau pour un Québec famille, un OBNL de l'univers de la famille, puis Concilivie. Donc, on consacre 100% de nos activités à la conciliation famille-travail, puis on a pour mission de contaminer positivement les employeurs du Québec pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail dans leur organisation. Bien sûr, ces mesures adaptées à la réalité de leurs employés. Concilivie se scinde dans deux deux volets. Donc, il y a le centre d'expertise Concilivie et il y a le SO. Le centre d'expertise, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, je vois que dans les participants, on a des détenteurs et des organisations en processus. On a aussi des organisations qui font partie de notre réseau, donc qui viennent, qui n'ont pas entrepris la démarche. Je vous remets en contexte. Donc, le centre d'expertise, qu'est-ce que c'est? Ça permet de suivre l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec, de la faire progresser, puis de la rendre accessible en la vulgarisant, vulgarisant du contenu sur le sujet. Puis le SO Concilivie, c'est notre reconnaissance chez Concilivie. C'est ce dont je m'occupe, que j'ai le bonheur d'accompagner les organisations pour l'obtention de la reconnaissance. Donc, qui fait en sorte, bien sûr, pourquoi une organisation est reconnue? C'est que à la fin de la démarche, elle propose à ses employés une charte qui comporte des mesures dans 4 catégories de conciliation, nos grands domaines finalement de conciliation famille-travail et que ses employés peuvent les utiliser. Puis, on s'assure aussi bien sûr de l'adéquation de ces mesures avec les besoins de leurs employés. Donc, sans plus tarder, maintenant que j'arrête pas de vous parler de mes panélistes, donc je vous les présente. Alors aujourd'hui, je vais être accompagnée par Adina Ungurianu. J'espère que je l'ai bien dit, Adina, tu m'as bien, yes. Donc, qui est coordonnatrice de l'Observatoire Famille Immigration. Et aussi de Manon Pédier, qui est membre de l'Ordre, qui est directrice services et projets ressources humaines au Conseil du patronat du Québec. Donc, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Adina, ton micro, il est coupé? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous laisserai quelques minutes pour vous présenter. Peut-être commencer par Adina. Oui, donc bonjour à tout le monde. Moi, je suis Adina Ungureanu. Moi, je travaille à l'organisme Access, qui est l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux. C'est un organisme qui a une mission assez particulière. En fait, on est un regroupement provincial de 135 organisations qui travaillent au niveau de l'accessibilité des services de santé et sociaux aux personnes issues de l'immigration, les personnes immigrantes. Alors, on veut vraiment s'assurer que les personnes immigrantes connaissent les services, mais que aussi ces services-là soient adaptés à leurs besoins, à leur réalité.
Et alors, ça, c'est en gros. Donc, je suis ici plutôt à titre d'experte au niveau de l'immigration, des enjeux relatifs à l'immigration et aux employés immigrants. Donc, l'Observatoire Famille Immigration fait partie d'Access, donc c'est moi qui le coordonne. Super. Merci, Adina. Ça fait plaisir. Manon, qu'est-ce que tu Oui, fais, toi? ce que je fais, écoute, je pratique des ressources humaines depuis plus de 25 ans. J'ai arrêté de compter après 25 ans. Donc, depuis plus de 25 ans, au sein d'organisations de toute taille, dans des domaines aussi variés que l'alimentation, le pharmaceutique. J'ai touché au manufacturier, génie conseil, automatisation. Et depuis 2018, j'ai joint le Conseil du patronat du Québec. Le CPQ, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un organisme qui supporte les employeurs du Québec dans leurs préoccupations, leurs enjeux d'affaires. Et à travers nos membres corporatifs et associatifs, ben, on rejoint plus de 70 000 employeurs au Québec. Pardon. Mon rôle, en fait, au CPQ, ben, c'est d'assurer les ressources humaines au sein de l'équipe, oui, mais aussi d'accompagner les entreprises qui ont des enjeux en ressources humaines, que ce soit au niveau de formation, de coaching auprès des gestionnaires de la direction, gestion, habileté de gestion, conduite du changement. Tout ce qui touche la gestion des talents, la gestion des individus. Puis ça, ben, je pense que ça commence par l'intégration des employés. On va sûrement en parler un petit peu plus tard là-dessus. Sûrement, à voir. À voir, à voir. Mais ouais, donc une super de belle connaissance des employeurs au Québec, un chapeau expert employeur pour la tenue de notre webinaire aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés là, à l'activité. C'est un bonheur là, pour moi de partager le contenu avec vous. Alors, sans plus tarder, allons à la première question. Je vous apprends rien avec le fait que le Québec est présentement confronté à un phénomène de pénurie de main-d'œuvre qui touche la plupart des secteurs d'activité et des régions au Québec. Puis l'une des solutions qui est mise de l'avant dans cette pénurie de main-d'œuvre, c'est de favoriser l'immigration. À cette première question, quelle est la réalité des travailleurs et de leurs familles qui immigrent au Québec? Adina, je te céderai la parole en premier pour nous présenter un peu le cursus d'une personne immigrante. Qu'est-ce que ça peut être typiquement? Bien sûr, il y a des distinctions, mais de nous faire connaître finalement, c'est quoi la réalité des nouvelles personnes immigrantes qui arrivent au Québec et du soutien qu'ils ont, finalement, de leur connaissance de la province, etc. Oui, tout à fait. Alors, merci de me céder la parole par rapport à cela. Alors, effectivement, il faut faire une petite distinction. Je vais y aller quand même assez rapidement. Il y a des distinctions à faire entre une personne immigrante qui vient ici comme immigrant économique ou immigrant reçu versus quelqu'un qui vient ici comme une personne parrainée ou comme un demandeur d'asile. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes facteurs de vulnérabilité. Quelqu'un qui a pris la décision d'immigrer avec sa famille se trouve dans une autre posture. Il a été sélectionné par le Québec et ensuite, bien sûr, par le Canada pour qu'il vienne ici en fonction de ses diplômes, de ses aptitudes, aussi un peu de son âge, parce qu'on préfère quand même une immigration assez jeune, idéalement en ayant des enfants et tout ça. Alors, c'est une autre condition qu'une personne, par exemple, qui est parrainée, donc par exemple qui s'est mariée avec quelqu'un canadien, quelqu'un qui a une résidence permanente ici. C'est sûr que la personne, quand elle vient, elle a moins de services et moins de soutien au niveau de son processus d'immigration qu'une personne qui vient comme immigrant reçu. Et de la même manière, quelqu'un qui demande l'asile, ça encore, ce sont des cas spécifiques. Donc, cette personne qui demande l'asile, le statut de réfugié, donc le Canada va lui octroyer au sens de la Convention de Genève. Donc, c'est un statut, bon, il n'est pas octroyé automatiquement à tout le monde qui le demande. C'est sûr qu'il y a une étude de dossier, mais c'est sûr que quelqu'un qui a fui son pays en guerre n'est pas dans le même
statut, dans le même processus que quelqu'un qui a pris sciemment la décision d'immigrer. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est ce qu'il faut tenir compte par rapport à qui on a devant nous. C'est sûr que comme employeur, quelquefois, on est en face de personnes qui ont été justement recrutées pour qu'elles viennent travailler dans l'entreprise à cause du manque de main-d'œuvre. Donc, ce sont des personnes qui sont ici comme travailleurs temporaires. Donc, ils ont un statut particulier de travailleur temporaire. Certains ont l'envie, le désir de rester sur place, donc ils vont faire un processus qui s'apparente au processus d'immigration pour avoir la résidence permanente, l'obtenir, le certificat de sélection québécois et ensuite la résidence permanente canadienne. Donc, c'est deux processus à part. Donc, premièrement, certificat de sélection et ensuite résidence permanente. Il y a des travailleurs temporaires qui envisagent de faire ça. Il y en a que non. Il y en a qui vont retourner après le contrat dans leur pays d'origine. Donc, il y a plusieurs catégories d'immigrants, mais si on parle un petit peu en général au niveau des immigrants, au niveau des enjeux, et on observe un réseau familial qui est moindre ici que dans le pays d'origine, forcément, parce que la personne, soit elle est venue seule, soit elle est venue avec sa famille nucléaire, son mari, sa femme, ses enfants. Donc, il y a moins de possibilités, par exemple, de faire garder les enfants lorsque, on ne trouve pas de garderie. Donc, ça, ce sont des enjeux que beaucoup de personnes immigrantes se confrontent à cet enjeu-là, surtout en contexte de pandémie. Bon, ça, c'est une autre couche au-dessus, mais sinon, ce n'est pas nécessairement facile de trouver des services de garde pour les enfants. Il y a aussi le fait que les grands-parents et le réseau habituel d'aide, d'entraide n'est plus là. Donc, au niveau psychologique aussi, le soutien des pairs n'est plus vraiment là, même si on se voit par exemple sur Zoom ou sur d'autres plateformes, ce n'est pas la même chose que d'avoir les personnes proches et pouvoir faire appel à elles lorsqu'on a besoin par exemple d'un conseil, de l'aide avec les enfants et tout ça. Il y a aussi un autre enjeu qui est important à considérer, c'est le partage des tâches hommes-femmes. Qui n'est pas nécessairement aussi égalitaire qu'ici. Même ici, n'est pas à 100% égalité, ce n'est pas 50-50, c'est peut-être, la femme fait peut-être 70, l'homme fait 30 à peu près au Québec, mais il y a des pays où la femme fait pas mal 90-95% des tâches ménagères. Donc, quand les personnes arrivent ici, c'est la femme qui trouve en premier un travail. Ça peut générer des conflits familiaux, donc ce sont des enjeux quand même assez particuliers à une population immigrante. Donc, je fais une petite parenthèse pour dire que nos organismes membres, les organismes membres d'Access, sont très au courant de ces problématiques-là, donc la grande majorité offre des services psychosociaux aux personnes immigrantes, justement parce qu'elles connaissent ce contexte-là, le fait qu'il y a un partage des tâches qui est différencié ici par rapport au pays d'origine. Alors, c'est ça, la réalité. Et donc, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup, ce n'est pas le cas de tout le monde, là encore, les immigrants reçus, les immigrants qui ont été sélectionnés en fonction de leur diplôme. C'est sûr qu'habituellement, les deux, le couple, l'homme et la femme, sont des professionnels, sont des personnes qui ont déjà travaillé dans le pays d'origine, mais ce n'est pas toujours le cas, par exemple, dans le cas d'une personne parrainée. Quelquefois, on voit, les femmes n'ont pas été habituées à être à temps plein dans le marché du travail, à vraiment occuper un job de 9 à 5 chaque jour, tout en ayant des enfants. Ce n'est pas quelque chose auquel les personnes sont habituées nécessairement. Donc, ça aussi, c'est un contexte, donc difficulté de trouver un service de garde, difficulté financière et en même temps un désir de ne pas travailler ou de travailler à temps partiel. Ça, c'est une réalité qui est quand même assez présente, surtout au niveau de l'immigration récente. Et ça dépend aussi des pays. C'est sûr que quelqu'un qui vient de la France, qui a une culture proche de celle d'ici, va vivre les choses différemment, même s'il y a un choc culturel même par rapport à quelqu'un qui vient de la France, même si la langue est la même, le choc culturel est vraiment présent. Il y a un cheminement d'adaptation à prévoir. Là. Ils vivent des changements aussi des grands changements, parce que les choses ne fonctionnent pas de la même manière en France qu'ici. Ici, on est très américanisé, on est américain ici, et on se rend compte quand on est confronté avec des personnes qui viennent de l'Europe, ils disent, mais
vous faites les choses différemment. Alors, ça, c'est une chose, mais quelqu'un qui vient, par exemple, du Pakistan, donc il y a une culture tout à fait différente. Alors, c'est sûr qu'au niveau du marché du travail et l'intégration, ça va se passer un petit peu différemment. Donc, il faut faire preuve d'un peu plus de souplesse par rapport à ça. Si on parle dans un esprit de conciliation famille-travail, c'est vraiment assurer vraiment des horaires prévisibles parce que les gens n'aiment pas être sur appel. Puis là, on le voit même dans le marché du travail régulier au niveau des infirmières, les gens n'aiment pas ça être sur appel. Elles aiment savoir, les personnes aiment savoir quand est-ce qu'elles travaillent, quand est-ce qu'elles ne travaillent pas pour pouvoir planifier leur propre vie. Alors, au niveau de personnes immigrantes, c'est encore plus le cas. Des choses à avoir en tête du côté des employeurs aussi qui mènent à passer la balle à Manon du côté justement de la réalité des immigrants, mais côté marché du travail, toi, de ton expérience et tes connaissances, c'est quoi, selon toi, qu'est-ce qu'ils vivent ces personnes-là qui arrivent au Québec, qui doivent s'intégrer dans un nouveau milieu de travail, à quoi ils sont confrontés? On parlait beaucoup d'adaptation au niveau des changements de culture, des différences culturelles lors de l'arrivée au Québec, mais au niveau du travail... Ben oui, au niveau du travail, à part nos amis français, dans bon nombre d'autres pays, les immigrants qui arrivent, hein, évidemment, il y a la langue française. Hein, un employeur qui embauche des travailleurs étrangers a l'obligation de favoriser la francisation sur les heures du travail. Puis ça demeure un enjeu parce que conciliation, problème de rareté de main-d'œuvre, hein, comme Adina l'a mentionné tantôt, souvent les employeurs vont recruter des travailleurs étrangers parce qu'il y a des problèmes de rareté de main-d'œuvre. Et là, ben, avec ces problèmes-là, ben, ils se retrouvent avec des travailleurs qui doivent en plus aider, accompagner au niveau de la francisation. Fait que ça, c'est un défi pour les employeurs et les gestionnaires quand ça fait partie de la réalité. La culture, hein, Adina en a parlé, la culture est à deux niveaux. La culture de l'entreprise, les immigrants qui arrivent doivent s'approprier la culture d'entreprise, mais s'approprier la culture de leur pays d'accueil, du Québec. Le concept même de conciliation famille-travail n'est pas connu pour la plupart des immigrants. Donc, ça aussi, ça fait partie de la réalité des travailleurs et des entreprises qui accueillent des travailleurs étrangers. Un immigrant qui arrive, il n'y a plus aucun point de repère. Adina le mentionnait tantôt, la famille élargie n'est plus là. Et soit il arrive seul ou avec sa famille rapprochée. Souvent, quand je parle aux gestionnaires ou à la direction pour les aider à réaliser, je leur dis simplement, rappelez-vous votre dernier emploi quand vous avez commencé, la première journée, les premières semaines. Ce n'est pas le même chemin qu'on prend. On ne connaît pas évidemment le patron, on ne connaît pas les collègues, on ne connaît pas la culture, ce qui se passe, hein, l'ADN de l'entreprise. Tout est nouveau. Mais le soir, à la fin de la journée, on retourne à la maison. Oui, c'est un cercle, c'est un nouveau chemin, mais on connaît quand même les principales rues. On arrive chez soi, c'est la même maison, nos voisins sont là, nos amis sont là, notre famille élargie est là. Les immigrants qui arrivent, ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus aucun repère. Et ça, ben, c'est un défi. Ça peut être un casse-tête. C'est des éléments stressants pour l'immigrant qui arrive pour s'intégrer dans son poste, dans son milieu de travail, mais aussi dans sa nouvelle vie. Donc, comme employeur, il faut s'intéresser à son nouvel employé, à l'employé qui arrive, aller vers lui, être sensible, essayer de l'accueillir, être le plus ouvert possible. Il y a beaucoup de sensibilisation encore à faire, que ce soit au niveau de l'immigrant
ou au niveau de l'employeur. Souvent, un comme l'autre ne sont pas toujours bien préparés. Les gestionnaires ont hâte que les employés arrivent. La direction se dit enfin, je vais avoir une paire de bras ou des paires de bras de plus pour régler mon problème de productivité. Mais il y a toujours une courbe d'apprentissage, hein. Qu'importe quel employé qui arrive, que ce soit un employé québécois, il y a toujours une courbe d'apprentissage et d'accueillir un employé immigrant, mais cette courbe-là va être plus longue, évidemment, et il faut en être conscient, puis il faut pouvoir mettre de l'avant des choses pour les intégrer, ces personnes-là, dans leur poste. Et ce que je remarque, c'est souvent les employeurs, les gestionnaires vont avoir peur d'aider ou de demander comment ça va. Ils vont avoir peur d'être trop personnels. Tu sais, ça fait des années qu'on on mentionne aux gestionnaires, quand on fait du recrutement, entre autres, il faut faire attention à ce qu'on pose comme question en entrevue. Il y a la Charte des droits et libertés, il y a des volets personnels des employés qu'on ne peut pas transgresser, mais ce qui fait que les gestionnaires, ils sont plus ou moins à l'aise des fois dans ce rôle-là, puis jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent aider. Puis on n'a pas besoin de penser à… Il y a à peine 20 ans, le concept on avait premièrement beaucoup moins d'immigrants qui arrivaient. Le concept de famille-travail n'existait pas. L'intégration qu'on connaît aujourd'hui, où on dit c'est important dans l'arrivée d'un nouvel employé, dans la vie d'un nouvel employé chez son employeur, ça n'existait pas il y a 20 ans. Donc, les gestionnaires commencent tranquillement à avoir à dealer avec ça, ces concepts-là. Puis, oui, aller vers l'autre. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Puis ça m'amène à ma prochaine question. On a commencé à faire du pouce un petit peu dessus, mais tu sais, quel rôle est-ce que la conciliation famille-travail joue dans le succès de l'intégration des travailleurs immigrants dans une organisation? Tu sais, on sait, on connaît l'impact positif. Nos sondages Concilivie le disent aussi. Notre dernier sondage employeur d'octobre 2020 le mentionne, tu sais, 86% des employeurs qui ont été sondés mentionnent que l'adoption des mesures de conciliation famille-travail a eu un impact positif sur leur organisation. Donc, ça fait tout son sens. Comme Manon, tu le mentionnais tantôt, puis Adina aussi, tu le dis, le concept de conciliation famille-travail est souvent, ou en tout cas est moins connu des immigrants. Puis ça m'amène à te poser une question. Manon, tu sais, selon toi, comment est-ce qu'un employeur peut s'assurer, tu as commencé à survoler le tout, mais comment est-ce qu'il peut s'assurer de la bonne compréhension du concept auprès de son nouveau employé immigrant? Puis comment l'offre des mesures, elle peut contribuer à assurer le succès de l'intégration puis au bien-être de cette nouvelle ressource-là? Oui. Pour répondre à la première partie de ta question, je pense que tout est dans la communication, hein, évidemment. Ajuster son style de communication, aller vers l'autre, c'est vraiment au gestionnaire à aller vers tout employé, quel qu'il soit. C'est toujours au gestionnaire à ouvrir vers l'autre, à ouvrir la communication. Présenter les mesures de conciliation famille-travail, hein, les clarifier, expliquer pourquoi elles existent dans l'entreprise. Ça vient combler quel besoin dans l'entreprise, quel besoin que les employés ont nommé et que là, petit à petit, on a décidé dans l'entreprise de mettre ces mesures-là. Expliquer que dans l'entreprise ici, ce qu'on offre aux employés, fort à parier que c'est différent de l'entreprise à côté parce que les mesures de conciliation
représente les valeurs de l'entreprise, représente ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, représente les besoins des gens ici dans l'entreprise. Et c'est là qu'on, tranquillement, on commence à inclure la culture de l'entreprise qui est c'est intimement relié avec les mesures de conciliation qui sont mises en place chez l'employeur. Ta deuxième question, quand ton deuxième volet, c'est quoi les mesures, comment elles peuvent contribuer à l'intégration des travailleurs? Un travailleur qui arrive seul au Québec, il peut rester seul longtemps s'il ne s'intègre pas rapidement. Ce n'est pas juste une histoire de barrière de langue. Dans ma pratique, Adina en parlait tantôt, des Français qui n'arrivent pas à s'intégrer à la culture du Québec repartent. Et j'en ai vu à plusieurs reprises des Français qui sont arrivés, puis après quelques mois, sont repartis parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer. Oui, dans cette nouvelle culture-là. La compréhension je pense que la compréhension des mesures de conciliation famille-travail, c'est un facteur qui peut aider justement l'intégration du travailleur étranger. C'est sûr que les initiatives par elles-mêmes, les mesures par elles-mêmes vont l'aider dans son intégration, dans ses démarches qu'il aura à faire. Il arrive, c'est son premier emploi, puis il y a encore plein de démarches à faire. C'est sûr que des mesures comme des heures flexibles, des banques d'heures, d'aide de la garderie va certainement aider. Mais également, il y a des mesures qui sont là qui peuvent aider à créer des liens avec d'autres collègues. Je pense à des mesures comme des lunch and learn. Je ne sais pas si on a trouvé une expression française sexy pour dire lunch and learn. Apprendre et dîner. Oui, c'est ça. Je l'invente ici. Ben oui, ça peut être ça. Des regroupements d'aide, des groupes d'entraide, des groupes des regroupements d'achat entre travailleurs. Ça peut certainement, comme mesure, être aidante, mais aussi à intégrer un nouveau travailleur qui arrive. Oui, puis les mesures, on va en parler à la prochaine question, donner des exemples de mesures qui peuvent faciliter l'intégration des employés, tu l'as dit en général, mais là, on se spécifie, on focus sur les immigrants. Donc, tu sais, on pourra donner des exemples sur qu'est-ce qui peut contribuer, quel type de mesures peuvent contribuer à aider à l'intégration, puis c'est pas juste en aménagement du temps et du lieu de travail, mais pour aussi venir favoriser l'échange, puis les tissages de liens et tout, créer un réseau ici aussi au Québec. Oui, exactement. Puis Adina, toi, qu'est-ce qui, selon toi, ben, en fait, j'aimerais ça que tu nous dises, avec ton chapeau d'expert immigration, là, pourquoi, selon toi, la conciliation famille-travail peut faire une différence puis aider dans le succès de l'intégration d'un nouvel arrivant? Bien, c'est sûr que la conciliation famille-travail, comme on l'a vu, puis les recherches le démontrent, comme quoi c'est une mesure qui aide autant les employés que l'entreprise. Donc, ça favorise une meilleure productivité. Donc, c'est sûr qu'au niveau des personnes immigrantes, c'est la même chose. Ce sont aussi des employés. Moi, je pense que la mesure conciliation famille-travail doit aussi être expliquée aux personnes migrantes parce que ce n'est pas tous les pays ou tous les milieux qui sont très familiarisés avec ce concept. Donc, les personnes immigrantes elles-mêmes pourraient ne pas être familiarisées, ne pas connaître le concept de conciliation famille-travail. Donc, c'est pas à oublier, ça, c'est important à se le rappeler, tu sais. Puis pour moi, en travaillant avec vous,
ça a comme été une surprise, tu sais, de dire, ah, mais c'est vrai, tu sais, de prendre pour acquis que c'est connu, mais c'est pas le cas, tu sais. Donc, C'est pas pas tout le tout le monde, et temps. puis je dirais même plus que selon le type d'entreprise, bon, c'est comme Manon le disait tantôt, c'est formulé de différentes manières. C'est sûr que si c'est une entreprise, disons comme Access, un regroupement d'organisations communautaires, c'est sûr que le travail à domicile est possible, mais il y a des milieux où le travail à domicile n'est pas possible, donc ça ne peut pas faire partie des mesures de conciliation famille-travail. Donc, il y a d'autres mesures, peut-être des journées qu'on peut prendre pour des besoins familiaux, une banque de temps qu'on peut peut-être utiliser pour des besoins familiaux, mais encore faut-il informer les personnes immigrantes selon l'entreprise et selon le milieu dans lequel ils évoluent. Quelles sont les mesures qu'on a mis en place? Donc, ça va mettre en confiance les personnes, les employés, comme quand on tient compte de leur vie en dehors de l'entreprise. Je pense aussi qu'un programme de parrainage ou de mentorat pourrait être intéressant lorsque les personnes arrivent et puis l'employeur peut les mettre en contact avec un employé déjà établi dans l'entreprise pour vraiment que toutes ces questions-là puissent être discutées, disons, dîner ensemble. Je pense que ça, c'est aussi une belle manière d'intégrer les nouveaux employés. Alors, à ce moment-là, on peut parler de ces mesures-là qui existent dans l'entreprise. Je pense que ça va être un point très positif qui va favoriser même la rétention de main-d'œuvre, que soit immigrante ou pas. Mais je pense qu'au niveau des personnes immigrantes, il faut y faire un petit plus, disons, pour qu'ils soient familiarisés de ce que l'entreprise offre. C'est quoi la conciliation famille-travail? Puis on dit, bon, là, on est conscient que vous avez tous des familles ou des obligations autres, proche aidance ou d'autres obligations. À ce moment-là, vous allez pouvoir prendre certaines heures ou certaines journées où voici les mesures que nous, on a mis en place pour faciliter votre vie de tous les jours. Donc, je pense que ça serait une excellente idée d'en informer et aussi de peut-être faire un programme comme de mentorat ou de parrainage au sein même de l'entreprise pour que l'employé immigrant ne se sente pas seul, laissé à lui-même pour vraiment montrer que on fait partie d'une équipe et aussi expliquer voilà, comment les choses fonctionnent. Oui, puis c'est super intéressant, puis ça fait complètement du pouce avec ce qu'on prône chez Concilivie aussi, tu sais, quand on invite, en fait, on encourage, je veux dire, les employeurs qui entreprennent la démarche d'obtention du SAU Concilivie, une fois qu'ils ont obtenu le SAU, tu sais, l'idée aussi en arrière de ça, c'est de ne pas arrêter de le communiquer, tu sais, puis de faire valoir son engagement employeur, mais d'informer en continu les employés de, bon, bien sûr, ils ont accès à une charte, les mesures qui sont disponibles, mais pour faire vivre cette culture-là de conciliation famille-travail et enlever un peu justement ces pas incompréhension, mais d'amener des nuances ou de demeurer ouvert un peu comme vous le dites aussi comme employeur, de dire, tu sais, c'est ça donc, on prône, voilà, nos mesures qui est offertes. Puis aussi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est de faire preuve aussi d'adaptabilité. Tu sais, c'est pas... ça, c'est encore un anglicisme, là, pardonnez-moi, mais tu sais, c'est pas nécessairement un one size fits all. Les mesures sont là, elles sont bien définies, elles sont bien comprises, on les répétera jamais assez comme employeur. Puis après ça, c'est de faire preuve d'ouverture puis de s'ajuster en fonction de la réalité. Tu sais, pas dire on se réinvente à tout coup en fonction des besoins de nos employés, pas du tout, mais on entend ton besoin puis on voit une solution ensemble en fonction de ce que tu vis. Donc, ça, je pense que comme tu dis, Adina, ça peut contribuer à enlever un certain poids sur les épaules. Donc, on parle d'un nouvel employé immigrant, puis qu'ils se sentent compris, entendus, puis qu'on fait une paire, tu sais, on s'accompagne là-dedans, là. Oui, je pense que ça peut vraiment être aidant, surtout pour l'employé immigrant qui a des défis supplémentaires par rapport à un nouvel employé qui ne serait pas immigrant ou qui serait peut-être d'origine immigrante mais né ici ou quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant vraiment d'aller de l'avant. Oui. Oui, puis le communiquer. Alors,
on arrive à la prochaine question qu'on a effleurée, qu'on va pouvoir donner d'autres idées. J'ouvre la discussion à vous deux. Je ne ciblerai pas Manon ou Adina pour commencer à parler. Qu'est-ce qui, dans le fond, selon vous, vous en avez parlé un petit peu, le jumelage, les heures flexibles, mais quel type de mesures au-delà de ça pourrait faire une différence pour les travailleurs immigrants? Puis vous m'en avez donné quelques exemples aussi en préparant là, le webinaire. Quelle autre mesure pourrait être aidante? Moi, par rapport aux mesures, pour ne pas répéter les autres mesures dont on a parlé, donc un horaire connu d'avance, la possibilité de travailler à temps partiel si la personne le désire, aussi le programme de mentorat, moi je dirais a priori pour favoriser la francisation, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se prévaloir des programmes offerts par le ministère de l'Immigration et de la Francisation parce qu'elles sont en difficulté financière, donc elles doivent travailler ou bien elles sont en attente et puis les mois passent et puis elles doivent subvenir à leurs besoins. Donc, peu importe la raison, il y a cette possibilité-là pour ceux et celles qui ne comprennent pas ou ne parlent pas assez bien le français, d'assurer un petit peu pas nécessairement un programme aussi complet que celui d'UNIFI, mais un petit peu de conversation ou faire des aménagements qui permettraient aux personnes d'améliorer leur aptitude en français au sein même de l'entreprise. Et je suis consciente de la difficulté des fois parce que on ne peut pas nécessairement arrêter le travail pour apprendre le français. On ne peut pas garder les gens trop longtemps après le travail pour faire ça. Donc, je pense que des lunch causeries ou des choses comme ça qui feraient en sorte que les personnes pourraient pratiquer la langue française, je pense que ça pourrait être intéressant. Puis ça amènerait aussi un plus grand sentiment d'appartenance. Je pense qu'au niveau de la francisation, il y a des choses qu'on peut faire, mis à part les autres éléments dont nous avons fait mention. Et faire preuve de créativité aussi comme employeur. Ça, c'est une créativité que ça demande, effectivement, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive en entreprise avec des bonnes aptitudes en français, tenant compte des aléas de la vie, si on veut. C'est intéressant ce que tu dis, Adina, parce que des fois, on va penser à des beaux programmes de formation élaborés, mais de dire l'heure du lunch pour jaser ou pour... il ne faut pas oublier que nos employés, on parle de créativité, sont créatifs quand on leur pose la question comment ils peuvent intégrer des nouveaux collègues. Des fois, ça peut être de façon ludique. Puis je pense que c'est encore plus facile apprendre quelque chose en jouant. Tu parlais d'heure de lunch. J'ai vu, moi, des entreprises où ils intégraient des périodes de lunch avec des jeux de société ou des jeux, là maintenant, c'est beaucoup des jeux en ligne, qui permettent des échanges autres que structurés. Puis c'est là que tu apprends la langue de tous les jours au quotidien. Ça peut être des jeux, ça peut être un sujet de conversation. Disons aujourd'hui, on mange, chacun prend son petit lunch, mais on discute d'un sujet, peut-être d'un sujet d'actualité, ou peut-être pas la COVID-19, mais un autre sujet d'actualité. On ne veut plus en parler, tu sais. On est dans le déni. Ça crée de la polarisation, donc ça fait des discussions qui peuvent s'animer de la mauvaise manière. Donc, non, mais on veut dire qu'on peut, disons, suggérer des sujets, tout ça, disons que ça soit, OK, on ne peut pas dire aux gens, OK, discutez entre vous, merci, bonjour, non. C'est vraiment quelque chose de semi-dirigé, si l'on veut, pour que vraiment ça amène les gens à s'exprimer, puis voilà. Oui, super intéressant. Puis ça fait en sorte aussi, j'imagine, tu sais, que tu sens pas que tu es évalué. Tu sais, c'est pas formel, c'est informel, on s'amuse, c'est ludique, donc c'est plus naturel après ça. Puis on parle plus naturellement aussi comme ça, donc ça fait en sorte que tu acquiers des connaissances de langage plus fidèles au quotidien, comment qu'on l'utilise. Tu sais. Puis à ce que vous dites,
ben, j'ajouterais aussi, on en a parlé un petit peu tantôt, ce que je pense qui pourrait être intéressant comme mesure, ben, c'est de prévoir un partage de ressources, comme vous en parliez tantôt, tu sais, un babillard CFT ou de dire un petit peu dans l'entreprise, tu sais, puis c'est un partage entre collègues, par exemple, moi, je suis dans une entreprise X, j'ai eu affaire avec une gardienne pour mes enfants qui était top, que j'aimerais ça référer à mes collègues pour qu'ils puissent euh, avoir recours à ces services aux besoins. Donc, tu sais, je mets la référence dans notre répertoire de ressources à l'interne. Ça peut être des bonnes adresses pour des traiteurs, ça peut être un service de nettoyage, ou tu sais, donc, se partager nos bons coups qui nous aident dans nos responsabilités familiales entre collègues. Puis là, nous, mettons qu'on serait dans la même organisation, nous trois, ben, on l'alimente au fur et à mesure de nos expériences qu'on a eu recours à des services. Fait que, tu sais, ça demande pas tant de temps, ça demande aucun sou non plus, aucun investissement financier. Puis ça fait en sorte qu'on se crée un centre de ressources commun pour pouvoir s'aider dans nos responsabilités familiales. Puis aussi, ça me fait penser, puis on l'aura en fin de rencontre, là, mais dans les outils qu'on va vous partager, mais de penser à mettre en place ou à partager une liste de ressources. Ou d'organismes plutôt, organismes famille, organismes, bon, on parle d'immigrants ici, ben, des organismes reliés à l'immigration pour venir en aide à l'arrivée de nouveaux immigrants pour les appuyer là-dedans. Donc, tu sais, c'est pas futile. Des fois, tu arrives, tu cherches tes repères, même si ça fait des années que tu es ici, tu peux encore les chercher, tes repères. Donc, d'avoir déjà ça de prévu, une liste que la personne peut se référer, puis au besoin, fait appel à des organismes qui est ciblé en fonction de son besoin actuel, ça peut être super aidant. Puis encore là, c'est toutes des références qui existent déjà, tu sais. Donc, oui, c'est un petit peu de temps de recherche, mais ça vaut la peine. Manon? Oui, ce que j'ai déjà vécu à quelques reprises dans des entreprises différentes, c'est de faire participer les employés qui savaient qu'ils accueilleraient bientôt, dans les semaines ou les mois à venir, des employés, des collègues immigrants. Et les idées qui peuvent sortir pour aider les employés immigrants dans l'intégration, hein, parce qu'accueillir un nouvel employé, la période d'intégration est toujours importante, mais accueillir un employé, un immigrant, je dirais, c'est crucial. Donc, les idées qui peuvent sortir des collègues en place, dans deux entreprises, entre autres, il y avait déjà des employés qui étaient arrivés ici il y a quelques années, voire jusqu'à plusieurs années auparavant, qui avaient été immigrants eux-mêmes, fournir des ressources, de dire, moi, j'ai eu de la difficulté avec les transports en commun que je ne comprenais pas, un autre avait eu de la difficulté avec X, Y, Z, puis c'est de créer ces échanges-là et de créer des groupes d'échanges entre, Adina parlait de mentors ou de parrainage. Dans deux entreprises, on avait créé justement des parrainages avec des employés qui avaient vécu l'immigration eux-mêmes et qui comprenaient par où passaient ces gens-là. Fait que c'est précieux pour le côté plus administratif de la chose, mais c'est précieux aussi au niveau de l'intégration, puis d'aller vers un autre humain, puis d'élargir son réseau. C'était, puis Adina parlait de dîner ou ça peut être des petits déjeuners, de créer, je pense que c'est des moments que l'employeur va pousser ou créer ou forcer ces petits moments-là pour aider là, les personnes immigrantes dans leur intégration. Oui, tout à fait. Je peux ajouter un petit élément qui me vient à l'esprit, c'est aussi, il y a plusieurs personnes immigrantes de par leur culture qui ne demandent pas de l'aide. Donc, si elles sont surchargées de travail ou elles ont un problème, n'ont pas nécessairement cette idée de demander de l'aide, d'en discuter, de dire voilà, ma charge de travail est comme ça, est-ce qu'on peut trouver des moyens? Non pas, ils disent ah, je ne suis pas capable de faire ce travail,
bon, il y a eu même le cas de travailleurs agricoles qui avaient une trop forte charge de travail. C'était des travailleurs temporaires et puis ils ont préféré carrément partir, disparaître dans la nature que de dire, écoutez, voilà le problème. Mais c'est sûr qu'il y a la langue aussi qui joue ici. Peut-être la connaissance linguistique n'était pas suffisante pour vraiment discuter avec le supérieur des problèmes. Mais je pense que chaque problème a une solution, mais n'est pas nécessairement dans la culture de tout le monde de vraiment nommer certains problèmes qu'on peut rencontrer dans... Tu as tellement raison, Adina. C'est d'où l'importance du gestionnaire à ne pas avoir peur à aller vers l'employé immigrant et à dire comment s'est passée ta journée, comment s'est passée ta semaine, comment ça fonctionne, y a-t-il des zones que... Parce qu'effectivement, souvent, les employés immigrants vont avoir peur de dire des choses ou de nommer ou de demander parce que ce n'est pas dans leurs habitudes, ce n'est pas dans leurs coutumes aussi. Le gestionnaire doit faire ce pas vers l'autre. Oui, ça retouche aussi le concept de l'importance de l'intégration. Si on a des choses qu'on veut que nos participants là, au webinaire retiennent du contenu qu'on a parlé aujourd'hui, c'est ça. Dans le fond, je vous laisserai un petit peu, les filles, le mot de la fin, mais ça retouche l'importance de l'intégration, de dire en fin de journée comment s'est passée ta journée. Ça fait partie de l'intégration de ton nouvel employé, donc immigrant. Ce qu'on avait soulevé aussi, puis je vous laisserai faire du pouce là-dessus, mais tu sais, ouverture, on l'a dit, on le dira jamais assez, faire preuve d'ouverture, d'agilité aussi, puis se laisser la chance comme employeur. On parle beaucoup, tu sais, de l'employeur, bien sûr, vous avez un rôle à jouer, mais se laisser, tu sais, je veux dire, c'est peut-être la première fois que vous allez vivre aussi cette réalité-là d'accueillir un nouvel employé immigrant. On vous a donné des idées, des outils pendant le webinaire, mais c'est se laisser la chance, puis faire preuve d'humilité aussi, d'agilité. Puis, je veux dire, on est tous des humains, hein, à la base, c'est ça. Puis, on est tous là pour se serrer les coudes quand il vient le temps de se serrer les coudes. Donc, puis s'informer aussi, comme dernier point, puis sensibiliser. Donc, s'informer sur qu'est-ce qui est disponible, mais aussi s'informer sur l'état de la personne, puis sensibiliser l'équipe, le nouveau travailleur immigrant, donc sur justement qu'est-ce qui est disponible, voici ce à quoi tu as recours, tes outils, n'hésite pas à faire appel à un tel. Donc, vraiment ça, pour nous, c'est 3 points qui assurent un certain succès dans cet accueil d'un nouvel employé immigrant. Je pense que tu as bien résumé, Valérie. L'intégration est super importante. Puis tu as dit de ne pas avoir peur. Hein? On essaye, pas avoir peur d'essayer, de s'ajuster. Puis honnêtement, tu parlais de la charte tantôt de conciliation famille-travail, puis de la faire vivre au quotidien, hein? Pas l'avoir créée, puis la mettre dans un tiroir, puis après, il ne se passe plus rien. Mais pour ça, il faut la faire vivre. Il faut s'ajuster aussi parce que tu as toujours des nouveaux employés qui viennent joindre les rangs au fur et à mesure que l'entreprise grandit et les employés immigrants vont arriver aussi avec leurs besoins, leurs enjeux qui n'avaient pas été nommés auparavant. Fait que ça aussi, quand tu dis être agile, s'ajuster, essayer des choses, moi, je le vois aussi comme ça. Mm-hmm. Exactement, tout à fait. Adina, tu allais parler tout à l'heure. Est-ce que ça fait un résumé ou… Oui, ça résume très bien. Et un autre point que je viens de voir dans le chat, c'est aussi, bien sûr, tenir compte le motif d'immigration. C'est sûr que ce n'est pas tous les immigrants qui ont immigré ici pour le même motif, puis ont les mêmes enjeux. Comme j'avais dit au début de la rencontre, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre le signe égal entre tous les immigrants, tout dépendant. Il y en a qui ont immigré ici justement pour travailler, pour s'habituer à un nouveau milieu. Et il y en a qui ont immigré ici pour des raisons complètement autres, guerre ou autres
Qui ont un autre statut d'immigrant, là. C'est un autre statut puis une autre réalité, effectivement, au niveau de son processus migratoire. Oui, c'est un bon point, effectivement, qu'on a eu dans le chat, s'ajuster à la réalité et aux motifs d'immigration. Donc, d'où l'importance d'ouverture, de discussion, d'en apprendre sur la personne, tu sais, c'est de se soucier de l'autre aussi, là. Donc, tout ce qui est un ingrédient secret d'un succès aussi en gestion, hein. Donc, ouais. Oui, ça recoupe effectivement la saine gestion parce qu'on se soucie de l'autre, qu'il soit immigrant ou pas. Ou, en tout cas, à fait, oui. ça se recoupe avec des bonnes techniques de gestion quand même, oui. Exactement. Génial. Donc, oui, je changeais la diapositive sur mon autre écran. Alors, avant de passer à la période de questions, en fait, Adina, Manon, je voulais vraiment vous remercier c'est ce qui met fin finalement là, aux questions qu'on voulait couvrir avec vous. On arrive à la période de questions sous peu. Mais c'est ça, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec les participants, avec moi. On voit que c'est un sujet qui peut ça pourrait encore on pourrait continuer sur le sujet encore plusieurs minutes, voire plusieurs heures. C'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête. Bien sûr, quand on parle d'humain, c'est infini. Donc, on vous a mis des outils pour aller plus loin qu'on va vous envoyer après coup. Là, ça fait partie de la présentation, mais on va vous envoyer un courriel qui va regrouper un lien de sondage de satisfaction du webinaire d'aujourd'hui. Puis, on va vous pointer vers ces outils-là aussi dans le courriel. Donc, on a l'aide à la réflexion, CFT, qui est un outil qui a été développé par nous chez Concilivie, notre guide Concilier famille et travail, les besoins évolutifs de vos employés. Puis on vous a aussi listé des ressources reliées à l'immigration, donc une liste des organismes communautaires dédiés aux familles. Ensuite, le CPQ, bien sûr, Manon, le CPQ, pour votre information, offre du soutien à l'élaboration de plans d'intégration. Si jamais là, c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel au CPQ. Bon, Manon me confirmait que c'était auprès de elle directement que vous feriez appel dans un besoin de support à ce niveau-là. Alors, comme liste de ressources, ça va être indiqué dans le courriel. On va aussi mettre à votre disposition un lien qui va vous pointer vers la liste des organismes communautaires pour soutenir les nouveaux arrivants dans leur démarche d'intégration au Québec. Bien sûr, répertoire des organismes communautaires et sociaux, donc une ligne directe que Adina m'a apprise aussi, que le 211, qui peut ressembler un peu au 311, 811 de ce monde, mais c'est le 211 vraiment là, spécifiquement pour ça. Pour les organismes communautaires et sociaux et à venir chez Concilivie, pour votre information, on va développer du contenu davantage sur la question d'immigration. Il va aussi avoir un ou des articles de blog, donc restez à l'affût. Ça va faire partie là, de ce qui va vous être présenté et disponible sur notre site web à venir. Donc, on serait rendu à la période de questions. Bien sûr, dans la présentation, on a nos coordonnées pour nous joindre. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre, de vous lire. Bien sûr, n'hésitez jamais à faire appel à nous. Et donc, Julie, tu apparais. Bonjour, Julie. Bonjour. Donc, voilà, je te laisse nous poser les questions qui auraient pu être maintenues pendant le webinaire non répondues. Ben oui, en fait, il y en a une qui vient tout juste d'arriver. J'ai pas le temps de vérifier de mon côté, mais il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que les liens vers les organismes communautaires sont pour tout le Québec ou juste sur Montréal? C'est tout le Québec. C'est tout le Québec et c'est par région. Donc, vous allez, puis ce qu'Adina me disait aussi, c'est que, exemple, vous appelez au 211 de la Ville de Québec, exemple, par défaut, ça va vous localiser où est-ce que vous êtes, puis c'est vraiment les organismes communautaires de la région qui va vous être présentés. Donc, mais c'est vraiment provincial et non pas juste de Montréal.
Parfait, merci. Puis sinon, c'est un commentaire, je crois que c'est en lien avec le commentaire précédent qui avait été lancé dans le chat lié au motif d'immigration. Il y a aussi des sentiments qui peuvent se ressentir, c'est le deuil d'avoir laissé son pays, la famille élargie derrière pour les immigrants. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, surtout si c'est le move, si je dois dire en bon français, a été récent. Donc, c'était plus un commentaire qu'une question. Donc, j'imagine à prendre en considération, tout à fait. Vraiment c'est comme un deuil, même s'il n'y a pas de mortalité, c'est comme un deuil d'une ancienne vie, d'une vie différente qu'on avait. Donc, quelquefois, même les personnes elles-mêmes, elles s'étonnent combien elles s'ennuient du pays d'origine et de choses vraiment qu'elles ne donnaient pas de l'importance dans le pays. Puis maintenant, ils disent « Ah, je m'ennuie des fleurs qui fleurissaient en mois de mars, puis ça sentait tellement bon. Puis ici, au mois de mars, on est encore dans la neige et tout ça. » Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça, mais bon, chaque changement s'accompagne d'un certain deuil, entre guillemets, effectivement. Tout à fait. Donc, de mon côté, je ne vois pas d'autres questions. Donc, on peut peut-être attendre quelques minutes au cas où il y en a qui surgissent. Sinon, mais comme Valérie, tu l'as mentionné, le webinaire va être disponible en rediffusion. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui nous ont rejoints un peu tardivement. Toutes mes excuses, il y avait un problème avec le lien de connexion, ça a été renvoyé. Donc, pour ceux qui ont manqué un peu le début, ben, vous allez pouvoir accéder à la présentation en rediffusion, soit aujourd'hui ou demain au plus tard. Puis moi, grâce à toi, Julie, j'ai eu aucune notion de tout ce branle-bas de combat. Je te remercie énormément. Ouais. Ben oui, on peut attendre encore quelques minutes. Là, ça termine à midi. Donc, allez-y si vous avez des questions. Sinon, ben, encore une fois, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence comme participant en espérant là, que le contenu a répondu à certaines interrogations que vous pouviez avoir ou à votre intérêt pour le webinaire. Puis encore une fois, Adina puis Manon, merci énormément de votre générosité aussi pendant le webinaire, dans la préparation de tout ça. Ça a vraiment été un beau petit projet qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Oui, ben ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir d'autres questions. Puis c'est quand même à moins 2 de la fin du webinaire. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. D'ailleurs, j'aurais dû le faire à la période de questions pour qu'on se voie tous. Puis, ben, encore une fois, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vais fermer la présentation. Merci, Amélie. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous les participants. Merci. À la prochaine. Bonne journée. À la prochaine. Bonjour. Bye bye. Au revoir.